voilà, bonjour à vous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre magazine Femmes en Or. C'est votre magazine qui reçoit pour vous les femmes étoiles, les femmes qui se distinguent dans la société, dans tous les domaines de la vie. Nous sommes là, en tout cas, pour vous recevoir. Les femmes qui laissent des traces sur les sables du temps, les femmes qui sont des références pour l'humanité, les femmes qui servent des modèles aux autres femmes, les femmes au grand F. Alors aujourd'hui, nous allons donner la parole à une grande dame. Il s'agit de Madame Moussoaga Katia. Elle nous vient de la Suisse. Madame, bonjour. Bonjour. On a l'habitude de dire ici Caribou. Et vous répondez Staré. Staré. C'est vrai. S'il faudrait savoir qui est Madame Katia Moussoaga. Alors, Madame Moussoaga Katia est une fille de la République démocratique du Congo. Oui, congolaise, d'origine, de père et de mère. De père et de mère. Là, il faut toujours préciser. Hein. Exactement. Et qui évolue depuis quelques années en Europe. Okay. Et depuis 1 an maintenant, Madame Moussoaga Katia évolue en Suisse dans le domaine de transfert de l'innovation. Et je travaille au sein de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui est l'université d'État en Suisse. Vous êtes parmi les Congolaises qui avaient fui la RDC pour se réfugier à l'étranger, c'est ça? Disons que je n'ai pas fui. Oui. J'ai poursuivi des opportunités, des opportunités d'études d'abord, puisque j'ai fait mes études dans une école d'ingénieurs en France, Télécom Nancy, et ensuite des opportunités de travail et donc d'épanouissement professionnel. Donc je ne fuis pas. Il y a un avantage d'étudier à l'étranger par rapport ici au Congo? Moi, je dis qu'il y a toujours un avantage de travailler ailleurs, ou en tout cas d'étudier ailleurs, dans un endroit où justement on aura un peu un choc de culture, où on apprend d'autres manières de voir des choses, on apprend d'autres références culturelles aussi, ce qui fait qu'on s'enrichit en fait de nouvelles perspectives. Donc pour moi, c'est que bénéfique. C'est une richesse intellectuelle. Tout à fait. Comme qui dirait, entre vivre longtemps et voyager longtemps, ce qui est mieux, c'est voyager longtemps. À 100%, je suis d'accord avec vous. Parce que vous pouvez vivre sans pour autant rien voir. Tout à fait. Et voyager, c'est aussi apprendre. Alors, Madame Moussoaga Katia, Madame, Messieurs, elle est chef de projet dans l'École polytechnique fédérale de Lausanne, c'est ça? Tout à fait. École polytechnique. Polytechnique, oui. Il faut dire que c'est un bien grand mot et c'est une université qui est vraiment réputée dans le monde par rapport à l'innovation. Certains grands savants sont passés par les universités suisses comme Albert Einstein. Donc, je ne me compare pas du tout à Albert Einstein, mais c'est pour vous dire que au sein de l'EPFL, donc comme on appelle en abrégé, il y a vraiment un bouillonnement incessant dans le domaine de la recherche et de l'innovation. La recherche. Généralement, quand on parle de la recherche, on voit les hommes. Mais en fait, vous êtes une femme, vous n'avez pas eu peur d'entrer dans cette école polytechnique, parce que je me rappelle, j'ai voulu aussi faire la polytechnique. C'est tout le monde qui me disait, oh non, regarde un peu ces gens qui font la polytechnique à l'université Kinshasa, comment ils sont. Ce sont presque de fous, des gens qui parlent, qui n'ont pas le temps de se maquiller, qui n'ont pas le temps de manger, ils n'ont le temps de faire de recherche, tout ça. Mais vous êtes une femme, qu'est-ce qui vous a poussé à faire la polytechnique, vraiment? Franchement, c'est ma curiosité. J'ai toujours été curieuse. J'ai terminé ici mes études secondaires à l'Institut Monseigneur Bukele-Allé en maths physique. À l'époque, j'étais la seule fille qui suivait donc la maths physique. Tout simplement parce que j'avais envie de comprendre, de connaître tout ce qui était physique, tout ce qui était solution. Quand même, vu mon jeune âge, j'avais pas une idée bien précise de ce que je voulais faire plus tard à l'université. Mais comme vous, j'avais envie de faire Polytechnique et on me disait, Polytechnique c'est un peu compliqué, voilà, pour une femme et tout. Mais après, on se dit, j'ai besoin de m'épanouir professionnellement. Non, être d'abord à l'aise. Et être à l'aise dans ce que je fais, me retrouver totalement. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui ne m'ont absolument pas bridée en fait, et en me disant l'essentiel c'est de suivre des études, vas-y, choisis ce que tu veux, et en tout cas épanouis-toi dans le domaine que tu choisis. C'est une bonne idée, je salue même l'initiative du ministre qui
qui a innové avec le test national TENASOPS pour orienter les enfants au 2e secondaire, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites de particulier à l'École polytechnique fédérale de Lausanne? Alors, je suis chef de projet, c'est-à-dire que je suis le chef d'orchestre, si je puis dire, et je réunis autour de la table plusieurs experts. Le projet pour lequel je travaille en ce moment, c'est un projet qui permet de déployer une application sur téléphone qui permet de faire du contact tracing dans les cas d'épidémie. Donc, c'est une solution qui a été développée en Suisse. Contact tracing, c'est en anglais, hein? Oui, excusez-moi. Oui. Contact tracing, donc... Speak English, speak in French. Tout à fait. Okay. Alors, je vais chercher contact tracing, donc l'identification de cas contacts, voilà, lors des épidémies. Oui. Cette application a été développée pendant la Covid, mais par les équipes de l'EPFL. Mais ensuite, il y a eu une réflexion en se disant... nous avons maintenant ce nouvel outil innovant. La Covid, grâce à Dieu, est en train, justement, en tout cas la sévérité de la Covid est en train de diminuer. Est-ce que cet outil peut être utilisé pour d'autres maladies et dans d'autres contextes? C'est comme ça qu'ils ont créé donc un projet pour faire de la recherche, mais vraiment de la recherche appliquée, pour comprendre le contexte des pays africain, puisque l'objectif du centre pour lequel je travaille, c'est de développer des solutions pour les pays africains. Donc, de se dire, essayons de comprendre si cette solution peut bénéficier à d'autres épidémies. Exactement. Okay. Quel rôle vous avez joué pendant cette période de la Covid? Parce que je me dis, la Covid en RDC a été un peu différente de la Covid de l'étranger, c'est ça? Là-bas, les gens mouraient. Hein? Tout à fait. C'était quand même beaucoup plus... c'était vraiment plus dramatique, si je puis dire. Mais sincèrement, pendant la Covid, je n'étais pas encore dans le projet. Donc, j'étais aussi... Je n'ai fait que subir. Appris quand même, oui. Voilà. C'est que les autres ont fait. J'ai appris ce que les autres ont fait. Et justement, cette application était distribuée à toute la population, à tout le monde. Donc, j'ai utilisé cette application comme une simple utilisatrice. Et c'est ensuite donc que lorsque j'ai rejoint le PFL et qu'on m'a expliqué le projet, et je me suis dit c'est vraiment intéressant puisque c'est quelque chose que moi j'avais déjà utilisé, et de voir comment ça peut être déployé et utilisé dans des cas qui sont éventuellement peut-être éloignés de la Covid, mais qui sont dramatiques pour d'autres pays, et particulièrement pour les pays africains. Comment utiliser ces applications? C'est ça aussi les problèmes, parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Hein? Oui. Je ne suis pas trop collée, trop accro peut-être au téléphone, peut-être, mais comment utiliser pour les gens quand même qui nous suivent? Oui. Mais en fait, c'est toute la recherche qu'on est en train de faire. C'est que on va dire qu'on a un regard peut-être biaisé parce qu'on part d'une solution qui existe déjà et on essaye de comprendre si ça peut se mettre en place ou en pratique dans un autre contexte. Toutefois, la façon dont ça fonctionnait donc en Suisse, c'est que c'était une identification de situation où vous pouvez être contaminé. C'est-à-dire que si deux téléphones sont suffisamment proches pendant un certain laps de temps, on estimait que c'était une situation possible de contamination. De telle sorte, et on va dire ces situations au niveau juste du téléphone. Juste au niveau du téléphone. Et en calculant la distance entre deux téléphones. Et ensuite, donc l'application enregistre, on va dire, ces situations, on va dire, ou possibles de contamination. Il y a un moment donné, si par exemple, moi, je me déclare positive parce que j'ai eu Covid, dans ce cas-là, le téléphone va ressortir toutes les situations possibles de contamination et envoyer une alerte aux autres téléphones en disant attention. Ne vous approchez pas de Madame Katia à 10 mètres, ne vous approchez pas. C'est là où il y a l'innovation, c'est qu'il y a respect de la vie privée. Dans ce cas-là, on ne sait pas que c'est Madame Katia. On envoie juste un message. Exactement. Ça clignote, danger, voilà, danger. Vous avez été en contact avec une personne qui s'est déclarée positive. Merci d'aller faire un test. Merci de suivre telle recommandation, etc. Et c'est là l'innovation en fait qu'apporte le PFL, c'est que
on veut absolument garder cet anonymat et cette protection de la vie privée pour ne pas soit stigmatiser les personnes qui sont atteintes et pour ne pas aussi faire en sorte que, vous savez, maintenant, tout ce qui est mobile, il y a des attaques cyber, etc. Et on veut anonymiser justement pour s'assurer qu'en cas on est moins exposé aux attaques de cybersécurité et à des exploitations non sollicitées. Donc c'est facile à télécharger cette application? C'est une application toute facile à télécharger. C'est quoi le nom de l'application? Comment les télécharger? Alors justement, on est en phase de recherche. L'application qui existe... Là, c'était en Suisse. Hein? C'était en Suisse. En RDC, vous êtes arrivé en retard. Exactement. Mais peut-être qu'on ira même plus loin qu'en Suisse, puisqu'on s'attaque peut-être à des maladies qui sont propres en fait à la RDC. En tout cas, c'est notre souhait. Mais comme je dis, on est en phase de recherche. C'est un projet qui commence avec de la recherche. C'est quoi les noms de l'application? L'application s'appelle Suisse Covid, donc elle existe en Suisse et donc elle n'existe pas encore en Afrique. Donc voilà. En fait, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, c'est ça? Tout à fait. Fait des études pour s'installer ici en RDC. Là, il serait mieux de changer d'abréviation, école polytechnique de la RDC, ou vous allez continuer avec la même procédure? Alors, je vais juste rectifier quelque chose, c'est que le PFL ne veut pas s'installer en RDC. Alors, le centre pour lequel je travaille s'appelle le centre Essential Tech. Donc, c'est un centre qui, en fait, utilise les innovations des laboratoires de l'EPFL pour créer des nouvelles solutions, des solutions innovantes, à destination des problématiques des pays en développement, donc principalement africains ou d'Amérique latine. Et ce centre-là, justement, dans son mandat, ce centre a pour mandat de comprendre le contexte, déjà, des pays dans lesquels ils s'installent et du coup de développer des projets, de développer des solutions pilotes, de tester ces solutions pilotes et ensuite de faire des recommandations sur comment déployer à grande échelle ces nouvelles solutions innovantes. Donc concrètement, le PFL restera une université suisse de Lausanne, mais dans le cadre des projets, le centre Essential Tech pour lequel je travaille cherche des partenaires dans des pays identifiés, surtout africains. Mais aussi à l'RDC. Et en ce moment, nous faisons une prospection pour commencer justement à travailler avec la RDC. Oui, j'avais suivi votre intervention dans la 2e édition de Swiss Business Days. Oui, c'est vrai. Vous avez sélectionné la RDC, ça il ne faut pas mentir. Et qu'est-ce que vous préconisez pour notre pays? Alors, comme je l'ai dit, on est en phase de prospection. Donc, pour l'instant, on est vraiment en train de contacter différents possibles partenaires, mais surtout de comprendre les réalités du pays. Donc, comme la majorité de nos projets sont dans le domaine de la santé, donc je rencontre des institutions, des autorités du domaine de la santé publique, des institutions d'éducation ou des institutions universitaires aussi dans le domaine de la santé, mais aussi des sciences, parce qu'on parle de technologie, n'est-ce pas, une nouvelle technologie, et également certains hôpitaux ou certaines ONG qui nous font des retours sur des problématiques qu'ils peuvent avoir sur terrain. Donc c'est vraiment la phase, on va dire, préliminaire. Exactement. Vous faites des études, tout ça, connaître moins comment ça fonctionne dans notre pays. Mais est-ce que vous êtes en collaboration avec des hôpitaux? Parce que là, s'il faut détecter, il faut directement mettre la personne en contact avec des hôpitaux, c'est ça? Ah mais oui, mais là, vous êtes vraiment aux étapes très avancées. Je suis les projets de près. Hein? Exactement. En fait, ça fera partie en fait, du projet. Donc, les prochaines étapes, de toute façon, quel que soit le projet qu'on décide, en tout cas, de déployer ici en collaboration avec nos partenaires locaux, il y a toujours une phase où on est en contact direct avec les hôpitaux, que ça soit pour avoir leur retour ou identifier leurs besoins, ou bien que ça soit pour, avec eux, concevoir la solution. Parce que, en fait, toute la philosophie qu'il y a derrière Essential Tech, est partie d'un constat, c'est que de manière générale, quand il s'agit d'innovation, et souvent dans le domaine de la santé, c'est qu'on conçoit, que ce soit des appareils médicaux ou autres, avec les réalités européennes, en se disant que si ça marche en Europe, ça va marcher, ça va marcher partout. En Afrique, non.
dans le monde, ce qui est totalement aberrant, puisque les contextes sont différents. Oui, vraiment. Les personnes qui utilisent même ces applications, ils ont des cultures différentes. C'est une forme d'imposition. Exactement. Ce qui fait que, au moment de la création d'Essential Tech, donc le directeur s'est dit, mais pourquoi ne pas prendre dès le départ, on prend en compte les réalités, le contexte local, lorsqu'on crée la solution. Et c'est un peu, on va dire, ce changement, en fait, qui fait que, du coup, les solutions qu'on développe au sein du centre sont totalement pertinentes aux réalités africaines, et ben, du coup, très souvent aussi marchent. Et ce qui est fort, c'est que, je vais vous donner un exemple. Allez-y, je vous en prie. On a un projet qui est en phase prototypage d'un incubateur pour bébés prématurés qui serait autonome, à minima autonome de 4-5 heures au niveau de l'électricité. Alors, lorsque le projet a été lancé il y a 3 ans, par rapport au mandat du centre, c'était justement pour les pays en développement. Mais il se trouve que maintenant, il y a des intérêts en Europe qui se disent, finalement, le nouveau design que vous avez conçu nous convient aussi, parce que des fois, on a des problématiques de transport des enfants prématurés. Et dans ce cas-là, ça couvre aussi un besoin. Donc, finalement, on se dit que en aidant d'autres personnes, on s'aide aussi. Facilement. Donc, très facilement. Donc, on a pris le contexte des pays africains, etc. Mais cette innovation, finalement, va aider tout le monde, que ce soit les pays africains ou les pays européens. Il faut toujours faire l'étude du milieu. Moi, je me dis, est-ce que vous êtes seulement basé seulement à Kinshasa ou bien dans toute le province de RDC? Alors, l'objectif... Quand on parle des épidémies, on voit plus de provinces que la capitale. Voilà. Il faut dire que les épidémies, c'est un projet parmi tant d'autres. Et pour le moment, on est en train de définir par quel projet on va commencer en RDC. Ça ne sera peut-être pas épidémie, ça sera peut-être autre chose. Mais juste pour dire que nous ne voulons pas travailler uniquement avec Kinshasa. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est vraiment de comprendre les réalités locales. Donc, vous allez commencer par la capitale, petit à petit, vous allez descendre dans les provinces, aller juste dans l'est de la RDC sans pour avoir peur des affrontements. Tout à fait. C'est l'objectif. Au nom de la santé, parce que la santé n'a pas de prix. Exactement. Ouais. En tout cas, c'est notre objectif. Ok, très bien. Alors, Madame Moussogué Katia, vous êtes en même temps entrepreneur, c'est ça? Oui, en fait, il faut dire que j'ai plusieurs casquettes. C'est ça, on avance. J'ai plusieurs casquettes. Alors, deuxième étape. Une grande femme, femme au grand F, c'est ça. Exactement. Mais en fait, donc, comme je vous ai dit, j'ai fait des études d'ingénieur en télécom et pendant 20 ans, plus de 20 ans d'ailleurs, j'ai travaillé dans des multinationales privées en Europe, des multinationales américaines, allemandes et suisses principalement. Dans le domaine aussi de la cybersécurité. Donc, j'ai aussi une casquette de consultante cyber. Compliqué. Un domaine compliqué, mais très motivant, justement, par rapport à la complexité. Comme vous l'avez dit, pas très féminin, on doit l'avouer. Ça, il faudra le dire. Une femme vraiment qui se distingue. Oui, mais après... C'est justement peut-être, ça fait aussi, c'est ce qui fait la différence parce que on apporte un nouveau regard, une nouvelle manière de voir les choses. En tout cas, quand j'étais consultante en cybersécurité en Europe et que je travaillais sur les stratégies des grands groupes pour sécuriser leurs données, ils étaient toujours intéressés par ma manière de voir les choses qui semblait totalement être totalement différente des autres. Mais c'est l'avantage, en fait, d'avoir des équipes diverses, d'avoir de la diversité. Parce que, sincèrement, en tant que femme, on voit, en tout cas pour ma part, je voyais les choses de manière plus systémique, plus englobant, un peu tous les domaines. Et se dire que, même si on est dans un domaine de cybersécurité très spécialisé et très masculin, à la fin des comptes, on sécurise des applications, des systèmes qui sont utilisés par des humains. Par les humains, que ce soit homme ou femme. Que ce soit homme ou femme. Donc, il n'y a pas de distinction. Et donc, d'apporter ce regard, comment l'utilisateur peut être sécurisé, comment l'utilisateur
utilise ou ne comprend pas ce qu'est la sécurité informatique, était quelque chose d'assez nouveau dans les équipes pour lesquelles je travaillais. Donc c'est un atout finalement d'être on va dire cet élément différent. Oui, vraiment. Félicitations à vous. Merci. Merci. Ok, alors vous avez 2 projets en tant qu'entrepreneur. Oui, alors il faut dire que bien que je sois basée à Lausanne et en Suisse, je viens quand même assez régulièrement au Congo, à Kinshasa. Oui. Et dans le cadre de mes activités à Kinshasa, je suis directrice de l'Institut africain de cybersécurité et sécurité. Directrice. Directrice de formation. Formation. Je dois être précise. En plus, vous formez. C'est aussi un travail. C'est ça. Oui. Donc, au sein de cet institut qui est né à Kinshasa l'année dernière, nous formons des jeunes travailleurs, informaticiens ou autres, et des jeunes étudiants au métier de la cybersécurité. Donc, il faut vous dire que à Lausanne, je ne fais plus beaucoup de cybersécurité, mais c'était quand même un moyen pour moi de transmettre cette expérience que j'ai acquise, et particulièrement ici au Congo, puisque ce sont des compétences très recherchées, mais rares. Très rares, mais ce sont des compétences qu'on peut acquérir aussi assez facilement sur Internet en s'auto-formant. Ça sera aussi rentable si on est RDC. Tout à fait. Oui. Voilà. Il y a quand même des résultats escomptés par rapport aux formations que vous faites. Ah oui, est-ce que les gens viennent aussi? Les gens viennent, les gens sont intéressés. Donc, comme je l'ai dit, nous avons commencé en septembre de l'année dernière. Pas plus tard que le mois dernier, on a comme on dit, fait une cérémonie de remise de diplôme de nos 3 promotions. C'est après combien de mois? Alors, ce sont des formations qui durent entre 3 et 4 mois, où on balaye en fait les différents domaines de la cybersécurité. Et ça permet justement de donner des compétences pratiques à nos étudiants, nos jeunes étudiants, et ça leur permet du coup de chercher de l'emploi avec des compétences assez rares. Mais il faut que l'étudiant ait au moins une base en informatique avant de bénéficier de cette formation. Il faut le reconnaître. Mais après, vous les orientez alors, un travail adéquat, ou bien vous les abandonnez comme ça, leur sort. Je suis informaticien en cybercriminalité, je ne me retrouve pas. Madame Katia, qu'est-ce que vous avez fait de moi, tout ça? On ne les abandonne pas. C'est pas la Suisse ici. On ne les abandonne pas, mais on va dire que l'intérêt de ces compétences-là, c'est que des fois, on n'a pas besoin de chercher un emploi. On peut devenir aussi consultant. Et d'être soi-même consultant et apporter ses compétences. Et du coup, entreprendre. Donc, c'est vrai que moi, en général, je ne pousse pas les gens à être employés, mais plutôt devenir employeurs. Très bien, c'est très bien. André, vous avez compris. Mais est-ce que votre diplôme, votre brevet, c'est international ou c'est national? Pour l'instant, c'est un certificat. C'est un certificat de formation. Donc, on est en train de faire des démarches pour être du coup reconnu. Mais nous espérons, en tout cas, pouvoir fournir un brevet et qui sait, ensuite un diplôme. Et être parmi, si ce n'est pas le premier institut de cybersécurité africain. Ça va arriver, dirigé par une femme. Dont la formation est dirigée par une femme, mais qui a été créée aussi par une femme. Je ne sais pas, on va commencer par l'école polytechnique. On parle des inconvénients d'abord, avant de parler des avantages. Alors, les inconvénients, on va dire, dans le travail, en fait, les challenges que je peux avoir. On va dire que j'ai la chance de travailler dans un univers qui est vraiment ouvert à la diversité. Ce qui fait que j'ai vraiment très peu de challenges en ce moment dans le travail que je fais à l'EPFL. Toutefois, il y avait énormément de challenges lorsque je travaillais en cybersécurité. Le fait d'être une femme visiblement d'origine africaine, noire, qui arrive en parlant de cybersécurité, tout de suite on pense ah non, mais ça doit être l'assistante ou la secrétaire du chef. Mais quand on me présentait en tant que non, elle sera chef de projet, chef de programme. Et en charge de la stratégie du groupe.
Alors là, il y avait c'est la méritocratie ou quoi? Voilà. On l'a placé là. C'est juste pour un décor. Ouais, en tout cas, il y a très souvent cette interrogation. Oui. Mais du coup, on doit faire ses preuves, malheureusement. C'est que même si on a les diplômes qui prouvent qu'on a quand même une formation adéquate, quand on arrive en tant que femme, on a une période où tout le monde vous observe. Ok. Et très souvent, des fois, même les gens ne vous aident même pas. C'est ça aussi, on vous expose. Mais dans ces cas, qu'est-ce que la femme doit faire? Parce qu'on est en train de chuter, hein? On veut juste tirer des leçons pour d'autres femmes, c'est ça aussi. Oui. Déjà, ne pas se laisser faire et ne pas se laisser toucher par certaines remarques ou par certaines attitudes. Et surtout, continuer à faire là où on excelle, à faire ce en quoi on excelle. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, quand les résultats sont là, tout le monde se rallie finalement et reconnaît vos compétences. Je vais vous donner une anecdote. Quand je suis arrivée pour travailler dans ce groupe allemand basé à Munich, et du coup, en tant que consultante responsable donc, de la stratégie par rapport à la sécurisation des nouvelles technologies, donc beaucoup ont tiqué. Et certains ne répondaient même pas à mes emails. C'est vrai, hein? Ils ne répondaient pas à mes emails. Mais on trouve des stratagèmes pour faire en sorte que la formation passe, pour faire en sorte qu'ils nous répondent, etc. Au bout de 3 mois, déjà, les gens répondaient. Parce qu'ils se rendaient compte, par rapport à la manière dont je gérais les réunions, par rapport aux suggestions que je faisais, par rapport à ce que je faisais, que j'avais les compétences. Mais figurez-vous que 18 mois après, on m'a offert un travail. On m'a supplié pour rester. Mais bon, je suis partie. C'est ça. Mais c'est juste pour dire que, voilà, il y a des moments peut-être un peu difficiles, mais vraiment ne jamais douter de ses compétences et de ses capacités. On parle rapidement des avantages pour parler de vos projets d'avenir. Alors, j'ai un projet qui me tient à cœur. C'est que je suis en train d'ouvrir un centre d'innovation IT et d'entrepreneuriat social. Donc, j'aimerais ouvrir ce centre qui sera basé à Goma et qui permettra en fait de pouvoir innover ou en tout cas créer des nouvelles solutions en informatique et s'appuyer de ces nouvelles solutions pour devenir entrepreneur. Et je tiens beaucoup au côté entrepreneuriat social, tout simplement parce que quand on dit entrepreneuriat social, en fait, ce sont des entreprises qui ont aussi à cœur de résoudre certaines problématiques sociales. Donc voilà, c'est un peu le projet. Alors, que j'ai en ce Madame moment. Katia, vous allez donner votre soit adresse email, numéro de contact, parce qu'il y a des gens qui écrivent et qui voudront bien vous voir. Alors oui, tout à fait. Je suis de toute façon, on peut facilement me trouver sur LinkedIn et me suivre. Et sinon, pour mon adresse email, elle est aussi disponible en fait sur LinkedIn. Donc c'est mouswaga.katia@epfl.ch. Très bien. Un petit mot d'encouragement pour toutes ces femmes qui vous suivent. Alors que ça soit les jeunes filles qui ont envie de suivre des études scientifiques, je ne peux que vous encourager. En polytechnique aussi. Et aussi en polytechnique, allez-y, exprimez-vous, faites la différence et qu'on voit à quel point vous êtes compétente. Et on va dire aussi pour mes collègues qui sont déjà dans la vie professionnelle, d'y accrochez-vous. Des fois, c'est pas évident. Des fois, on a envie même des fois de jeter l'éponge en tout cas. Mais votre place est là si vous avez eu cette grâce de Dieu. De pouvoir avoir ces compétences, n'hésitez pas à briller. Puisqu'on parle de femmes en or. Femmes en or, il faut toujours briller. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Mouswaga Katia, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Les portes de CS Télévision vous restent toujours ouvertes en cas de besoin. Déjà, merci. Bon voyage. Très bien, merci beaucoup. À très vite. Hein. J'espère aussi. Comme au mois de décembre, on verra. On sera ensemble pour la 3e édition cette fois-ci des Swiss Business Pourquoi Days. Pas ouais, le rendez-vous est pris en tout cas. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous Madame Mouswaga Katia. Elle est chef de projet, c'est une femme à multiples facettes. Elle est chef de projet à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. On s'est mis là, et puis entrepreneur aussi. Hein? Oui, tout à fait. Elle s'est distincte, c'est pourquoi nous l'avons reçue
reçue ce soir. C'est une femme vraiment en or. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Merci à Eric Ndungala. André, je te dis merci. Merci à Rigen Mbala, de l'autre côté de la régie. Je te dis aussi merci. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. Et si vous avez aimé cette émission, dites merci aux autorités de cette chaîne, au directeur du programme, de telles informations et au directeur général Odon. À très bientôt. Restez avec nous.